Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Voilà quelques mois, nous avons reçu un email intriguant. L'entreprise Thales nous proposait de découvrir la manière dont ils avaient hacké un satellite de l'ESA. Intrigués, nous avons donc participé à une visioconférence avec quelques autres journalistes et nous avons découvert un monde et des problématiques complètement nouvelles pour nous. Tout a commencé en avril dernier, lors d'un forum dédié à la cybersécurité des satellites. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, a mis au défi les acteurs présents de prendre le contrôle d'un de ces nanosatellites, dénommé OPSAT. Ce dernier est justement une sorte de laboratoire dédié au système de contrôle des satellites. Il constituait donc la cible parfaite. Plusieurs équipes se sont mises à la tâche, dont une Red Team de Thales. Cette dernière a fini par prendre le contrôle du satellite pour y injecter du code malicieux. Ils ont pu modifier les images renvoyées par les capteurs d'OPSAT, ou même masquer certaines zones géographiques, le tout sans que l'ESA ne détecte l'intrusion. Il s'agit avant tout d'une démonstration qui a été réalisée avec le consentement de la victime. Mais comme nous allons le voir, le piratage des activités spatiales est une problématique de plus en plus réelle. Le 1er août, il y a exactement un mois, l'observatoire Gemini situé à Hawaï a interrompu brutalement ses observations. Ces deux immenses miroirs de plus de 8 mètres chacun ont été mis à l'arrêt suite à la détection d'une cyberattaque. Aux dernières nouvelles, les télescopes du réseau, qui comprend aussi des observatoires au Chili, ne sont toujours pas revenus à leur capacité nominale. Tout le programme d'observation de Gemini, qui venait pourtant de subir d'importantes rénovations, pourrait donc s'en retrouver affecté. Le motif de l'attaque paraît ici difficile à établir. Les observatoires spatiaux n'observent aucune cible stratégique ou susceptible de représenter d'importants enjeux économiques. Il n'est pas possible de gagner de l'argent ou de déstabiliser un pays en volant des images de galaxies. Leurs données sont de toute manière partagées en sources ouvertes. Pourrait-il s'agir d'un doctorant revanchard furieux que son programme d'observation n'ait pas été sélectionné ? Noirlab, le centre de recherche qui supervise Gemini, n'a pas encore communiqué sur les résultats de l'enquête. On peut tout de même se faire une idée en s'intéressant à une autre cyberattaque d'observatoire qui a pour sa part eu lieu en octobre dernier. L'observatoire ALMA, un des radiotélescopes les plus avancés de la planète, a en effet déjà subi une mésaventure similaire. Un hack a obligé le réseau d'antennes à cesser toutes les observations pendant 2 mois. Dans ce cas, l'enquête est terminée et les motivations sont connues. Il s'agissait d'un simple ransomware, une méthode d'attaque consistant à bloquer un système puis à demander une rançon pour rétablir l'accès. Il peut sembler étrange de cibler ainsi des observatoires, mais il faut se rendre compte que ce sont des machines dont le fonctionnement est très coûteux. ALMA représente une dépense de 250 000 $ par jour. Arrêter l'observatoire pendant 2 mois, c'est donc faire perdre 15 millions de dollars aux fondations qui s'en occupent, sans que ces dernières ne puissent en retirer aucune observation. Les attaquants espèrent ainsi que ces fondations préféreront payer que perdre des mois d'observation. En France, on a vu des hôpitaux être victimes de modes opératoires assez similaires. C'est absolument infâme, mais c'est une donnée qu'il faut dorénavant prendre en compte lorsqu'on construit ou qu'on fait fonctionner un observatoire. On peut légitimement se demander si une telle attaque pourrait aussi être menée contre un observatoire spatial, James Webb par exemple. Le procédé serait plus complexe, on ne peut pas simplement envoyer un mail frauduleux à James Webb, fort heureusement. Elle n'est cependant probablement pas impossible. Il n'y a pas besoin de remonter très loin pour trouver un exemple frappant. Le 24 février 2022, des dizaines de milliers d'Européens se sont vus subitement privés d'accès à Internet. Tous avaient en commun d'utiliser l'Internet par satellite offert par l'entreprise Viasat. Certains utilisateurs n'ont retrouvé leur accès qu'après 2 semaines. Une entreprise allemande y a même perdu l'accès réseau à plus de 5000 éoliennes. Ce n'est pourtant pas les satellites de Viasat qui ont été directement attaqués, mais les modems des utilisateurs. La veille de son invasion de l'Ukraine, la Russie avait fait circuler un malware qui les avait mis hors d'état de marche.
La cible principale était évidemment l'armée ukrainienne, mais des milliers d'utilisateurs lambda ont fini comme dommages collatéraux. Cet épisode illustre bien l'une des principales vulnérabilités d'un satellite, son segment sol. Un satellite ne peut en effet pas fonctionner seul. Il a besoin de communiquer avec la Terre pour recevoir des instructions et faire transiter les données qu'il collecte. Ce segment sol comprend bien souvent de nombreux ordinateurs, lesquels ont parfois en plus un accès à Internet. Il s'agit probablement de la partie la plus facile à neutraliser d'un système satellitaire, surtout lorsque le grand public est dans la boucle. Le segment sol de James Webb est probablement très bien sécurisé. Une attaque paraît donc potentiellement difficile. Mais qu'en est-il des utilisateurs d'un réseau tel que Starlink ? Sans même s'attaquer aux stations terrestres, un attaquant ne pourrait-il pas simplement cibler les utilisateurs pour chercher à mettre hors jeu leur antenne ? Tous ne tomberaient pas forcément dans le piège, mais toucher quelques dizaines de milliers d'utilisateurs suffirait à donner des migraines aux géants américains. À l'heure où ce type de système est en plein développement, il paraît primordial de se poser ces questions en amont avant de se retrouver avec une dépendance énorme à une constellation de satellites qui pourrait elle-même avoir ses propres vulnérabilités, que ce soit au sol ou en orbite. Car en effet, le segment sol n'est pas l'unique vecteur d'attaque. La prise de contrôle démontrée par Thales affectait directement le satellite. Et dans les salons dédiés à la cybersécurité spatiale, on commence à tirer la sonnette d'alarme sur un sujet en particulier, le réseau de sous-traitants. Un satellite est constitué de milliers de pièces qui sont bien souvent fabriquées par des dizaines voire des centaines de fournisseurs, implantés dans plusieurs pays. Rares sont les opérateurs qui peuvent se vanter d'avoir la mainmise complète sur leur satellite. Chacun de ces fournisseurs peut présenter ses propres vulnérabilités. Ils ont chacun leur propre réseau informatique et leurs propres employés formés plus ou moins bien à la cybersécurité. La problématique est d'autant plus forte du côté des CubeSats, ces mini-satellites à coût réduit qui exploitent des composants achetés sur étagère. Jusqu'à présent, le risque ne s'est pas concrétisé, ou du moins pas de manière perceptible. L'industrie des assembleurs et opérateurs de satellites semble, fort heureusement, prendre la menace très au sérieux. La mise hors fonction, ou le détournement de satellites, n'est cependant pas le seul risque qui guette ces infrastructures. Il y a aussi le simple espionnage. Celui-ci se révèle parfois incroyablement simple. En 2019, dans le cadre de sa thèse, un chercheur à l'université d'Oxford a démontré comment il pouvait découvrir les clients individuels de constellations de satellites avec seulement 300 € de matériel. Il est parvenu à intercepter leur nom, leur adresse et même à identifier leur activité en ligne. Certaines des communications interceptées étaient destinées à de grandes entreprises ou à des navires en mer. Pour un acteur malveillant, il serait extrêmement simple de reproduire cette méthode pour obtenir des informations très sensibles ou à grande valeur économique. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que cela existe déjà. Jusqu'il y a peu, l'Internet par satellite était un marché de niche qui ne concernait que quelques dizaines de milliers d'utilisateurs en France. L'avènement de Starlink, OneWeb et d'éventuelles autres constellations va changer la donne. Si une part importante de l'Internet mondial doit passer par l'orbite, il est impensable que ces communications restent interceptables avec des antennes à 300 €. La guerre en Ukraine semble avoir réveillé pas mal de monde sur cette problématique. En mars 2022, quelques jours après le début de l'invasion, Elon Musk annonçait que le temps de développement de Starlink V2 et du Starship allait être allongé, au profit de la cybersécurité et de la résistance au brouillage de la constellation déjà en place. Des chercheurs ont déjà mis en avant la vulnérabilité des antennes utilisateurs à des modifications grâce à des puces spéciales. Ce sont des attaques qui demandent un accès physique et qui sont donc difficiles à déployer à grande échelle. Elles restent cependant possibles pour des cibles de haute valeur. À l'échelle d'un pays, c'est probablement la redondance qui peut prévenir au mieux les risques. Avoir plusieurs réseaux de communication à grande échelle devrait permettre d'éviter un blackout. Dans le cas de la France, cela pourrait être l'Internet filaire et la fibre d'un côté, et l'Internet satellitaire de l'autre, que ce soit Starlink et OneWeb pour les particuliers, ou Iris2 pour les institutions. Si les grands réseaux resteront, on l'espère, difficiles à attaquer, des acteurs plus petits seront plus vulnérables. On a vu aujourd'hui que de simples observatoires peuvent devenir des proies appétissantes pour les cybercriminels.
Si vous vous décidez un jour à passer à l'Internet spatial, il est donc bon de se rappeler que ce dernier comporte aussi des risques liés à la sécurité informatique. On a encore bien peu de recul pour déterminer la portée de ces risques. On est encore un peu dans la phase de découverte, autant du côté des attaquants que de celui des défenseurs. Aucune installation de télécommunication n'est de toute manière sûre, et mieux vaut rester prudent avec vos données, quelle que soit votre méthode de connexion. Il y a cependant fort à parier que la cybersécurité va devenir un sujet grandissant dans le spatial. On espère cependant que cela ne sera pas accompagné d'incidents majeurs. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 10 septembre à 17 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.